Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, la Banque Postale qui devient entreprise à mission. Après s'être dotée d'une raison d'être en juin dernier, elle franchit une nouvelle étape de sa transformation en adoptant la qualité d'entreprise à mission. Donc, une phase importante pour l'entreprise qui veut continuer d'accompagner la transformation du modèle bancaire, plus pérenne et plus responsable, vous verrez. Également dans cette émission, la rencontre du sport et de l'entrepreneuriat féminin. À l'occasion du mondial de handball féminin, Lidl s'associe à la fédération avec une ambition, promouvoir le leadership au féminin et la place de la femme dans le sport de haut niveau. Que reste-t-il du plafond de verre? Réponse tout à l'heure. Enfin, des produits en poudre pour prendre soin de vous, mais aussi de votre maison. C'est l'idée de la start-up Juliette. Nous verrons pourquoi cette formule est plus saine et plus écologique. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'invité du jour. Notre première invitée est Adrienne Aurel-Pagès, directrice de l'engagement citoyen de la Banque Postale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Je le disais, l'entreprise vient de franchir une étape importante dans l'atteinte de ses objectifs sociaux et environnementaux, puisqu'elle adopte le statut d'entreprise à mission. Elle suit les traces de sa maison mère avec pour objectif cette fois de transformer en profondeur son modèle bancaire. Un moyen aussi pour elle de se démarquer du grand public, notamment du jeune public. On va peut-être en parler avec vous. Adrienne Aurel-Pagès, la banque s'était déjà dotée, je le disais, d'une raison d'être en juin dernier. Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans votre stratégie, ce statut d'entreprise à mission? Oui, alors le statut d'entreprise à mission, c'est vraiment un statut extrêmement engageant en matière de gouvernance. Dans la loi Pacte, on a d'abord eu la modification du Code civil qui indique que l'intérêt social de l'entreprise doit aussi prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Vous avez la deuxième étape qui est, vous l'avez dit, l'adoption d'une raison d'être que nous on avait adopté en juin dernier, qui décrit globalement quel est l'objectif un peu de l'entreprise, comment elle se positionne aussi dans son écosystème. Et puis l'entreprise à mission, c'est vraiment inscrire dans les statuts de l'entreprise à la fois sa raison d'être et un certain nombre d'objectifs qu'elle doit suivre. C'est aussi, cette mission est aussi suivie par un comité de mission. Alors nous, on l'a choisi très ouvert vers l'extérieur, avec donc présidé par Natacha Valla, qui est une économiste de renom et qui est doyenne de l'école de management de Sciences Po Paris. Donc un regard extérieur. Absolument. Extérieur à l'entreprise. Alors pour nous, c'est effectivement un élément très important. Et oui, pour avoir un regard objectif, j'imagine aussi sur vos actions et vos objectifs. Exactement, pour nous challenger, pour nous apporter cette expertise. Donc on a des économistes, on a des spécialistes du climat, on a des dirigeants d'entreprises aussi, d'autres secteurs qui sont comme nous aux prises avec qu'est-ce que ça veut dire de créer un modèle économique durable. Et puis on a aussi des acteurs de la société civile, des ONG, des associations. Donc vous nous parlez de ce comité de mission, pardon, je vous coupe, qui vient surveiller un peu ce que vous faites. Est-ce qu'il vous contraint, ce statut d'entreprise à mission, à respecter à respecter un contrat finalement? Alors effectivement, c'est vraiment très engageant le statut d'entreprise à mission pour l'ensemble des parties prenantes. C'est engageant pour nos actionnaires et vous l'avez dit, on s'inscrit dans la démarche de notre actionnaire La Poste qui est elle-même entreprise à mission. C'est engageant pour nos dirigeants, c'est engageant aussi pour nos collaborateurs. Le comité de mission va nous apporter un éclairage et va rendre un rapport de mission qui sera lui-même contrôlé par un organisme tiers indépendant, un auditeur qui va suivre la façon dont on conduit nos objectifs. Et l'un des premiers travaux par exemple, qu'on va engager avec le comité de mission, ça va être de définir des indicateurs qui vont nous permettre de suivre très précisément ces objectifs visant à transformer le modèle bancaire. Est-ce qu'il y a aussi, Adrienne Aurel-Pagès, il vous contraint une responsabilité aussi peut-être vis-à-vis du grand public, voilà, où vous vous dites maintenant on est aussi quelque part un peu obligé de respecter nos objectifs vis-à-vis d'eux aussi? Alors, absolument, on fait vraiment ça aussi en répondant aux attentes de nos clients. Alors vous l'avez dit, la Banque Postale, c'est une banque qui est jeune, on n'a que 16 ans, ce qui finalement dans le paysage bancaire est assez récent. On a un ADN qui est profondément citoyen. Quand on a été créé il y a 16 ans, on a été créé autour de la mission d'aménagement du territoire qui a été donnée à la Poste, avec l'idée vraiment de fédérer le réseau postal autour des services financiers.
Et puis 3 ans après, on a donné à la Banque Postale la mission d'accessibilité bancaire. Alors qu'est-ce que c'est que cette mission d'accessibilité bancaire? Elle permet aujourd'hui, et on est en plein cœur du sujet d'ailleurs avec l'accueil des réfugiés ukrainiens, elle permet à 1,5 million de clients aujourd'hui d'utiliser le livret A comme un premier outil de bancarisation. Le livret A, normalement, c'est un outil d'épargne. Et là, avec la mission d'accessibilité bancaire, ils peuvent utiliser le livret A pour faire des retraits, pour percevoir des revenus sociaux. Et donc, ça ancre dans le système bancaire, qui est évidemment un élément indispensable d'inclusion, 1,5 million de clients aujourd'hui. Donc, on a vraiment un ADN qui est extrêmement citoyen, mais qu'il était important. Qu'il était donc déjà dès la création, c'est ce qu'on comprend. Qui était dès la création, mais qu'il était important aussi de réaffirmer, de réancrer vraiment dans cette gouvernance. On est quand même dans une démarche assez pionnière dans l'industrie bancaire, vous l'avez dit, il y a quelques acteurs de la finance aujourd'hui qui ont adopté le statut d'entreprise à mission, mais Crédit Mutuel Arkea qu'on a reçu également sur ce plateau. Crédit Mutuel, alors pas Arkea effectivement, mais Crédit Mutuel, la Maïf par exemple, et puis quelques grandes entreprises, on connaît bien sûr Danone, mais en fait dans les... Mais vous êtes encore très peu. Exactement, et dans les plus de 500 entreprises à mission aujourd'hui, c'est surtout des PME et des ETI, assez peu de grandes entreprises. Quels sont pour vous, on va rentrer un peu dans le détail de vos objectifs, mais quels sont pour vous les grands chantiers du système bancaire, les vôtres, mais plus globalement aussi? Oui. Vous parliez là d'une banque moderne, en effet, qui a 16 ans. Il y a beaucoup de néobanques aussi qui arrivent aujourd'hui sur le marché. Voilà, de quelle manière elles aussi viennent peut-être bousculer un peu les codes. Voilà, quels sont les grands chantiers aujourd'hui du modèle bancaire? Alors, les grands chantiers, très clairement, c'est d'abord au niveau de l'offre. Nous, aujourd'hui, à la Banque de l'offre aux clients, de la gamme de produits à proposer. Exactement. On est vraiment là pour permettre à nos clients de financer leurs projets autour. Nous, c'est la boussole qu'on s'est fixée autour de la transition juste. Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner la transition environnementale en faisant en sorte que les impacts sociaux soient maîtrisés. Donc, on a une offre de produits et de services financiers qui est vraiment très large, à la fois vis-à-vis de nos clients particuliers. Donc, par exemple, on leur permet de financer des travaux de rénovation énergétique via un crédit consommation à impact, via un nouvel instrument qu'on appelle le prêt avance rénovation, mais aussi nos clients entreprises. On a développé ce qu'on appelle les prêts verts, donc c'est des prêts qui sont adossés à un financement particulier d'un projet qui a un impact environnemental. On les a développés pour les collectivités locales et on les étend aujourd'hui pour les entreprises. Là, ce sont des choses déjà mises en place. Absolument. Vous nous parlez. Exactement. C'est vraiment aujourd'hui l'étendue des produits, mais qu'on va continuer à élargir. Et puis aussi, il y a dans le domaine de l'investissement et de l'épargne. Nos clients, on collecte aussi l'épargne de nos clients. Donc notre filiale de gestion d'actifs, en particulier LBP Asset Management, est déjà 100% ISR. Donc tous les fonds qu'on commercialise dans le réseau sont investissements socialement responsables. On continue à aller plus loin vers des gammes de fonds plus à impact, par exemple, qui reversent une partie des frais de gestion à des associations. Et puis aussi dans l'assurance, la Banque Postale est une banque jeune et qui vient d'intégrer CNP Assurance, étant du coup un grand groupe de banques assurances. Et aussi donc dans le domaine de l'assurance, on a des produits autour de la transition juste. Donc cette dimension de l'offre, elle est clé. Je dirais le deuxième grand rôle en fait d'une banque. Ça qui est intéressant dans une banque, c'est qu'elle est vraiment au cœur de l'économie et à la fois elle doit se transformer en tant qu'entreprise. Donc on en a parlé vis-à-vis des offres, mais aussi en engageant finalement le reste de l'économie. Quand on est une banque, on finance l'économie et donc en fait on a une responsabilité importante dans la réorientation des flux. Typiquement en fait si on regarde l'empreinte carbone par exemple d'une banque, si on est sur notre périmètre direct, je dirais, on est autour de 50 000 tonnes à peu près de CO2 émis par an, qui est à peu près ce qu'une entreprise de service émet. Si on regarde les émissions qui sont générées par notre portefeuille d'investissement, on a un facteur x 1000, 50 millions. Donc notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les entreprises qu'on finance, les clients aussi, les transactions qu'on finance pour les aligner dans une trajectoire d'1,5 degré. De tout ce que vous me dites là, Adrienne Aurel-Pagès, pourquoi ces nouvelles propositions là, que vous faites peuvent être un avantage concurrentiel, je le disais tout à l'heure, auprès des jeunes aussi, notamment auprès de cette jeune génération? Ouais. En fait, je pense deux raisons. D'abord, on démontre que ce modèle, il est
performant économiquement. En fait, nous, on voit vraiment la citoyenneté comme une dimension d'abord extrêmement moderne, mais comme surtout un levier de performance économique. Absolument. On est là pour créer un modèle économique durable. Et donc aujourd'hui, par exemple, dans nos produits d'investissement, on voit bien que 100% de la collecte qui est générée auprès de nos clients tiers l'est parce qu'on a justement cette expertise en matière d'investissement socialement responsable que nos clients viennent chercher. Autre exemple, par exemple, les collectivités locales nous choisissent aujourd'hui comme partenaires de prestations financières parce qu'elles ont aujourd'hui des critères de sélection assez stricts qui sont développés d'ailleurs avec des ONG et qu'elles choisissent les banques qui ont pris des engagements assez forts. Et donc voilà, vis-à-vis en particulier de cette performance économique, mais aussi finalement vis-à-vis de l'exemplarité qu'on a, notre objectif est bien aussi d'embarquer le reste du modèle bancaire et de montrer à nos clients qu'on est pionnier dans cette transition et qui du coup répond aux aspirations de nos clients. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire sur la performance. Est-ce que vous arrivez à estimer les retombées économiques de cette transition pour la Banque Postale ? C'est difficile. La mesure de l'impact, c'est vraiment ce qui est au cœur aujourd'hui de notre mandat et vraiment du travail qu'on va réaliser dans le cadre de l'entreprise à mission. La mesure vraiment de l'impact, c'est quelque chose d'assez complexe. On y travaille en particulier avec le développement d'un outil qui va nous permettre de mesurer l'impact environnemental, social et territorial, à la fois de nos transactions, mais aussi de nos clients. Ça nécessite de collecter beaucoup de données qui sont aujourd'hui hétérogènes. Ça nécessite de travailler à des modèles statistiques et ça nécessite aussi beaucoup de pédagogie vis-à-vis de nos collaborateurs, bien sûr. Donc ça fait partie du travail qui vous reste à faire et des objectifs que vous vous fixez. Absolument. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, Adrienne Aurel-Parigel. Je rappelle, vous êtes directrice de l'engagement citoyen de la Banque Postale. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Impact. Smart Impact, le débat RSE, on parle tout de suite de la place des femmes dans le monde de l'entreprise et dans celui du sport. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Smart Impact, le débat RSE, aujourd'hui la place des femmes dans le monde de l'entreprise et dans celui du sport. C'est l'objet de notre débat et du partenariat entre le spécialiste de la grande distribution Lidl et la Fédération française de handball féminin. Anne Broche, directrice exécutive des ressources humaines chez Lidl France, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Impact. Merci de nous accompagner. Invitation. Merci à vous. Béatrice Barbus est également avec nous, vice-présidente déléguée de la Fédération française de handball. Bonjour. Bonjour à vous et merci aussi pour l'invitation. Merci à vous d'être là toutes les deux. Anne Broche, vous fêtez les 1 an de votre programme interne de leadership au féminin. Leader, c'est ça ? C'est comme ça Lidler, pardon, c'est comme ça qu'il s'appelle. Pourquoi cet engagement de Lidl sur l'entrepreneuriat féminin ? Alors, les faits sont têtus. Aujourd'hui, dans les organisations, dans les entreprises, il y a beaucoup de femmes. C'est le cas chez Lidl. 60% de femmes dans l'organisation. Nous sommes 45 000. Mais objectivement, quand on arrive dans les niveaux de direction générale, l'encadrement supérieur et dirigeant de l'entreprise, la proportion s'inverse difficilement. Et puis, il y a des dispositions légales qui ont été prises, qui se mettront en œuvre d'ici à 2030, visant à ce qu'il y ait de plus en plus de femmes dans les instances de direction des entreprises. Donc, plutôt que de subir un environnement législatif, on a pris l'initiative d'avoir un programme pour permettre à des femmes de progresser vite et d'être au rendez-vous dans quelques années d'une parité dans nos instances de direction d'entreprise. Donc progresser vite, concrètement, en quoi ça consiste en interne ? Ça veut dire que ça passe par des promotions, ça passe par des augmentations de salaire. Voilà, expliquez-nous. Alors les augmentations de salaire, c'est pas un sujet chez Lidl. On vient de publier pour la 3e année consécutive notre index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est de 94 sur 100. Nous ne perdons que 6 points, parce que nous ne sommes pas assez nombreuses, je dis nous, en m'y incluant, dans les instances de direction de l'entreprise. Donc notre programme Lidler, en quoi consiste-t-il ? Nous avons proposé à 300 femmes, cadres intermédiaires de l'entreprise, de participer à une journée que j'ai appelée cadeau, qui est une journée de développement, au cours de laquelle elles ont passé, avec des consultants externes et leur management, la journée à réfléchir où étaient leurs points de force, où étaient leurs axes de développement, est-ce qu'elles avaient un plafond de verre ou est-ce qu'elles se mettaient des
limites. Et tout ça pour avoir un bilan très exhaustif et très complet pour chacune d'entre elles, un document très étoffé de 60 pages qui sert de support à la réflexion et qui nous a permis, parmi ces 300 femmes, d'identifier à peu près une soixantaine de personnes à qui on va proposer une accélération de leur carrière par un programme de développement en formation. Béatrice Barbus, vous êtes sociologue du sport, ancienne sportive de haut niveau, bien sûr. La seule femme à présider en France, je crois, un club professionnel masculin de hand. Seule femme toujours. Oui. Non, mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas être vice-présidente de la fédération et président d'un club. Vous étiez la première femme, il y en a eu d'autres depuis ? Non, je n'ai pas été la première femme. J'ai été la seule femme pendant 5 ans, mais la première, ça a été une autre présidente d'un club de handball. Donc pendant 5 ans, oui, j'ai été la seule. Est-ce qu'il y en a une autre depuis, tout sport collectif confondu ? Est-ce qu'il y en a une autre depuis ? Oui, il y en a une dans le basket, Madame Forté, qui a pris la succession de son mari qui est décédé. Mais sinon, je ne crois pas en France, de mémoire. Je ne crois pas. Une question, Béatrice Barbus. Le monde du sport est-il confronté, selon vous, aux mêmes problématiques que celui de l'entreprise, que celle de l'entreprise, voilà, sexisme, inégalité salariale. C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. On peut comparer les deux, le monde du sport, le monde de l'entreprise. Oui, vous pouvez même rajouter la politique. Je vais même vous dire, d'après les quelques petites comparaisons que l'on peut faire ici et là, parmi ces 3 domaines que je viens de citer, l'économique, l'entreprise, la politique et le sport, c'est le milieu sportif qui est le plus terrible en la matière et qui est le plus loin, qui est le moins avancé, qui est le plus sexiste des 3 environnements. Quand il y a des choses qui sont examinées, par exemple à l'Assemblée nationale pour mettre en place éventuellement des quotas ou autres pour faire avancer la place des femmes dans le sport. Les députés EES vous diront que ce qu'elles entendent de la part de certains hommes qui gouvernent nos organisations sportives, elles ne l'entendent même pas dans leur milieu politique, alors que pourtant c'est un milieu ici extrêmement sexiste. Donc oui, même combat. Même constat et même combat. Et un plafond de verre encore plus dur à briser, à éclater, j'ai l'impression. C'est ce que vous nous dites dans le monde du sport. Beaucoup de préjugés. D'abord parce que nous avons moins de moyens de mettre en place des plans, de faire avancer les choses, donc moins de moyens financiers et humains. Il y a une plus grande domination des hommes à des postes de responsabilité. C'est plus compliqué. Vous, comment vous en êtes arrivé là ? Mais moi, j'ai une trajectoire personnelle qui est particulière. J'ai un environnement... j'ai grandi dans un environnement avec une mère dans une famille monoparentale, une mère qui se laissait pas faire, que quand elle rentrait, elle m'expliquait tout, un père syndicaliste, engagé en politique de l'autre côté. Donc moi, j'ai grandi dans un environnement extrêmement engagé, extrêmement citoyen. Donc déjà petite, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et y compris quand j'ai commencé à pratiquer le handball à 11 ans, je voyais bien qu'on avait moins de moyens que des équipes de garçons, etc. Mais j'avais pas une conscience féministe aussi avertie qu'aujourd'hui, bien évidemment. Puis après, je me suis engagée dans des études qui m'ont forcément ouvert les yeux sur ces aspects-là, que ce soit mes études en économie ou en sociologie. Donc là, j'ai bien vu que les barrières que je pouvais rencontrer n'étaient pas liées à ma personnalité, mais au fait que j'étais une femme, donc à mon sexe. Et donc voilà, c'est plus facile après pour braver les interdits. Donc voilà, c'est une trajectoire particulière, c'est une éducation particulière. C'est pour ça que j'insiste aussi beaucoup et que dans ces programmes que l'on essaye de mettre en place, aussi bien chez Lidl que chez nous à la Fédération française de handball, il y a de l'accompagnement, et dans cet accompagnement, il y a un aspect un peu éducatif aussi. C'est essayer de faire prendre... Faire de la pédagogie, oui, tout sensibiliser. Voilà, faire de la pédagogie, faire prendre conscience aux femmes qu'elles peuvent y aller, qu'elles ont le droit d'y aller, que pour ça, elles ne seront plus toutes seules maintenant. Voilà, c'est surtout cet environnement, c'est ne pas les laisser isolées. Vous voyez, il faut aussi être responsable. On ne peut pas dire aux femmes, quand j'entends souvent, allez, il faut oser. On ne peut pas dire aux femmes, il faut oser, en les laissant comme ça, j'allais dire vulgairement, dans la galère. Non, il faut les accompagner dans ce pas qu'elles doivent faire en avant. C'est important de ne pas les laisser se retrouver seules dans un univers. Et qu'est-ce que je fais ? De se prendre des coups. On en a pris, je suppose que vous en avez pris aussi, que vous en prenez encore. J'en prends encore aussi, mais justement, faisons en sorte que les autres en prennent moins que nous n'en avons pris. Donc c'est aussi ça, on doit les accompagner, les réconforter, sans les materner, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'assister les gens ou de les materner. Il s'agit de leur donner les outils pour qu'elles apprennent elles-mêmes à avancer. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi un discours vis-à-vis des hommes. Il n'y a pas seulement vis-à-vis des femmes, il y a aussi vis-à-vis des hommes que l'on doit faire ce travail pédagogique. Comment vous les accompagnez dans juste de ce partenariat? Juste une statistique. Moi, en 40 ans, ou maintenant près de 20 ans d'engagement dans cette cause, un seul homme, vous m'entendez, un seul homme une fois, un seul homme est intervenu.
pour me défendre dans une situation humiliante et sexiste. Une seule fois. Ça en dit long. Donc là aussi, il y a un vrai travail pédagogique à faire pour que les femmes se sentent dans un environnement plus confortable, plus sécurisant. Et alors, en quoi consiste exactement la teneur de ce partenariat ? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher ? C'est la Fédération française de hand et inversement, voilà, on parle de programme d'accompagnement des femmes. Voilà, de quelle manière vous avez lié ces deux mondes ? Alors, Lidl et la Fédération de hand sont partenaires depuis très longtemps. On est partenaire des équipes de France. Et c'est surtout ça que j'ai envie de dire. Parce que quand on dit partenaire de l'équipe de France, on pense tout de suite aux hommes. Mais en fait, on est partenaire des équipes de France, à la fois l'équipe de France femmes et l'équipe de France hommes. On est partenaire de leur succès et on active, comme on appelle ça dans le monde du sponsoring, de la même façon l'équipe de France masculine et l'équipe de France féminine. À titre d'illustration, et c'est juste peut-être un clin d'œil, le packaging de nos bouteilles d'eau, vendues sous la marque Lidl, Saguro, qui est notre marque d'eau, jusqu'alors et jusqu'à une date récente, il n'y avait que des hommes de l'équipe de France de hand. Depuis quelques semaines et mis en vente dans très peu de temps, le temps que la production se termine. Il y aura 2 hommes et une femme, Cléopâtre, qui est gardienne de but, championne olympique, championne du monde, pour illustrer cette équité. Le niveau d'activation sur les réseaux sociaux, le niveau de mobilisation en interne, aux côtés de des équipes de France féminines et masculines, est exactement la même. C'est intéressant ce que vous dites, puisque ce n'est pas le cas dans beaucoup de sports, en tout cas, et on fait souvent le procès du sponsoring, parce que c'est un sport qui est moins visible, qui rapporte moins d'argent. Donc on en parle beaucoup moins. Donc c'est intéressant que vous dites que vous accompagnez de la même manière dans le marketing, en tout cas aussi dans la publicité. Les budgets sont identiques, la mobilisation en interne est identique, le sentiment de fierté que les collaborateurs de l'entreprise ont quand l'équipe de France gagne, elle est la même, que ce soit les femmes et les hommes, et on a été gâtés cette année aux Jeux Olympiques. Oui, j'allais vous dire, on a la chance parce qu'on peut avoir la même fierté pour les deux. Exactement. Et donc très rapidement, dans le cadre de ce partenariat, qu'est-ce que vous êtes allé chercher là exactement ? C'est-à-dire que le discours de Béatrice Barbus, il fait écho aussi à un moment, à ce monde de l'entreprise. Est-ce que vous essayez déjà de faire avec ce programme Lidler ? Vous avez dit là, il y a aussi quelque chose à faire, on peut s'allier. Le sujet des partenariats sportifs, c'est d'être cohérent dans les valeurs. Et on a échangé à plusieurs reprises avec Béatrice. Les valeurs qui sont portées par la Ligue, par la Fédération française de hand et par Béatrice en tant que vice-présidente, et les valeurs que l'on porte, nous, d'engagement, de solidarité, de fierté d'appartenance, que ça soit à l'égard des hommes ou à l'égard des femmes, c'est la même chose, et c'est ça que l'on porte en commun, et qui nous fait très plaisir dans nos organisations respectives. J'ai une question. Il faut savoir que la Fédération française de handball est considérée comme un exemple, quelque part, en matière de parité et d'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, effectivement, nous, notre approche égalitaire, on se retrouve aussi avec ce que fait Lidl. C'est super important, ça, qu'il y ait une concordance, une convergence des valeurs entre deux partenaires. C'est pas que de la com. Je crois que tout le monde a bien compris qu'il faut sortir de ces aspects uniquement de communication, mais il y a vraiment derrière du fond, et financier, il y a vraiment du fond. On essaie vraiment, il y a du sens derrière ce que l'on fait, et on a envie de porter ces valeurs-là, que ce soit de leur côté ou de notre côté, on a envie de les porter ensemble le plus loin possible. Est-ce qu'on peut terminer sur une note d'optimisme ? On va dans le bon sens quand même, Béatrice Barbus ? Heureusement qu'on va dans le bon sens, on se bat pour. Il y a des femmes qui se battent depuis plus d'un siècle pour qu'on avance. Alors heureusement qu'on avance, mais insuffisamment rapidement. On est en 2022 et il y a encore trop de choses qui ne vont pas de ce côté-là, y compris encore dans le handball. On a encore des choses à faire avancer, notamment au niveau de la présidence des clubs. Il n'y en a pas suffisamment encore. Il y a pas suffisamment... De la même manière qu'elles sont absentes dans les comités de direction des grandes entreprises, elles sont absentes à des postes importants dans les fédérations. Mais ce n'est pas lié qu'à notre zone d'organisation interne, c'est lié aussi à l'organisation de la société. Les femmes peuvent moins s'engager parce qu'elles ont plus d'activités, de préoccupations, si vous voyez ce que je veux dire, dans leur foyer respectif. Tout à fait, notamment la maternité. Je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure, mais Cléopâtre Darlieu qui a fait la une de l'équipe avec sa petite fille. Voilà, exactement. On n'en a pas eu le temps d'en parler de la maternité, qui pénalise encore aujourd'hui. Et sauf au handball. Ça y est, nous, on a un accord collectif qui fait qu'aujourd'hui, les handballeuses ont le droit à la maternité. Tout comme vos salariés EES. On est ravis qu'elles aient le droit à la maternité. Et la moyenne d'âge dans l'entreprise étant de 32 ans, de nombreuses jeunes femmes ont des enfants et on en est réjouis, mais on n'oublie pas les dimensions de parentalité. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir débattu dans cette émission. Anne Broche, directrice exécutive ressources humaines chez Lidl France, Béatrice Barbus, vice-présidente déléguée de la Fédération française de handball féminin. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir accompagnés. Merci bien. Tout de suite, c'est la bonne idée du jour.
La bonne idée du jour est celle de Carline Hamin, cofondatrice et directrice générale de Juliette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Une jeune marque de produits d'hygiène, de soins, mais également des produits d'entretien pour la maison. Des produits proposés sous forme de poudre à assembler avec de l'eau du robinet, j'imagine. Carline Hamin, expliquez-nous comment vous est venue cette idée exactement. Alors l'idée, elle est venue il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. On était avec Baptiste et donc Juliette, notre fille, sur une plage. Et en fait, Juliette, qui avait 2 ans et demi à l'époque, était en train de jouer avec un déchet en plastique qui avait été déposé par la marée de la veille. Et ça a été un déclic pour nous. Donc le soir, on a acheté le nom de domaine juliette.com. On ne savait pas encore ce qu'on allait faire, mais on savait qu'on voulait se battre pour sa génération. Et puis, quand on est rentré dans notre maison, on s'est rendu compte que tout s'y passe en fait. Et que quand on fait un petit peu le tour de nos habitations, on trouve beaucoup de produits en plastique à usage unique qu'on jette chaque mois pour racheter la même chose à chaque fois. Et puis, beaucoup de produits qui sont contenus avec plus de 90% d'eau. Donc, c'est énorme parce qu'en fait, cette eau-là, on pourrait éviter de la transporter. C'est la principale raison pour laquelle cette formule, selon vous, est plus responsable, plus écologique. C'est celle-là? C'est pour la consommation d'eau principalement? Alors, c'est pour la consommation d'eau parce que bien sûr, donc, on évite de transporter l'eau, on évite de la traiter. Donc, on a un impact carbone qui est moindre. Et puis aussi, on est sur un concept qui est assez novateur et qui, pour moi, représente un petit peu l'avenir des produits parce que, voilà, on a aussi fait en sorte que nos petites recharges soient plates et que, du coup, ça permet qu'elles puissent rentrer dans une enveloppe et donc dans la boîte aux lettres. Et ça, même si on n'est pas là. Et c'est hyper important parce que quand on connaît l'impact écologique du dernier kilomètre d'une livraison, ça compte aussi beaucoup. De quels produits ces poudres sont-elles composées alors? Expliquez-nous. Alors, elles sont composées à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Elles sont notées aussi 100 sur Yuka. Et puis, elles sont certifiées EcoCert, qui est l'un des labels les plus exigeants en Europe. Donc voilà, il y a très peu d'ingrédients dedans. C'était aussi voulu de notre part. Donc on se retrouve avec environ 7 ingrédients pour les produits. Et comment vous les avez transformés en poudre? Alors, c'est des ingrédients qui, en fait, sont déjà... On les a pas du tout déshydratés. C'est vraiment des ingrédients qui sont déjà à casser en poudre, en fait. Et puis ensuite, on en a fait la formule magique. Donc, la formule magique, c'est donc de la mélanger aussi à de l'eau. Oui. Comment on la mélange? Voilà, de quelle dose d'eau on a besoin? Quelle dose d'eau ça implique exactement? Alors là, par exemple, si je prends l'exemple de notre dentifrice, ça se présente comme ça. Donc, c'est une petite recharge de 8 grammes de poudre que l'on met dans une bouteille réutilisable en verre sécurisé. Donc en tout premier, on ajoute l'eau du robinet. Donc on a mis un petit indicateur qui est une petite bulle pleine toute blanche. On met de l'eau jusqu'à la bulle toute blanche. On ajoute toute sa recharge de poudre et puis on secoue et en 20 minutes, c'est prêt. C'est plutôt simple d'utilisation. C'est vrai que ça paraît pas extrêmement, en tout cas sur le papier, naturel d'utiliser de la poudre, de faire son assemblage soi-même. Ça n'a pas été difficile de convaincre les utilisateurs sur ce concept-là? Alors pas du tout. En fait, c'est notre vraie volonté avec nos produits, c'est de faire bien évidemment des produits qui soient sains, autant pour la santé que pour la planète. Ça, bien sûr, c'est la base, mais c'est aussi des produits pratiques et ludiques. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ce côté ludique, ce côté un petit peu DIY, plaît énormément. Et donc le fait de pouvoir par exemple assembler les produits avec ses enfants pour les sensibiliser à l'écologie, leur montrer un petit peu comment ça marche, c'est quelque chose qui plaît énormément et qui peut permettre de sensibiliser aussi de manière un peu fun en fait. Sur quel produit ça marche alors exactement? Ça peut marcher sur tous les produits finalement? Produits de soins, produits d'entretien. Là, vous nous avez amené des gels douche, c'est ça je crois, du dentifrice. Sur quel autre produit ça peut marcher? Alors, nous, en fait, comment on fonctionne? On a plusieurs gammes de produits qui sont prévus. Donc là, on commence par la salle de bain avec effectivement le gel douche, le lave-en-main qui est là aussi, le dentifrice. On va étendre notre gamme de produits sur la salle de bain majoritairement en poudre. Mais en fait, on s'adapte aussi aux produits. Donc en fait, on a envie que le produit soit avec un impact environnemental le moins fort possible, mais aussi qu'il soit pratique et ludique à utiliser. Et donc, ce ne sera pas forcément que des produits en poudre. En tout cas, toute la gamme hygiène, ce sera des produits en poudre. Merci beaucoup, Carline Hamin, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'être venue nous voir dans Smart Impact. Je rappelle, vous êtes cofondatrice et directrice générale de la start-up Juliette, de tous ces produits en poudre que vous nous avez ramenés aujourd'hui sur le plateau. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. C'est déjà la fin de cette émission Smart Impact. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Impact. Très bonne journée à tous sur Bismart.